Fidel Castro pourrait être considéré soit comme un héros, soit comme un tyran, ou les deux à la fois. En 1959, Fidel Castro accède au pouvoir à Cuba. Commandant Castro, pourquoi cette révolution? Depuis, il reste un des personnages les plus controversés au monde. It is not the same to fight for liberty as to fight against it. Une épine politique dans le pied des États-Unis. Nous exprimons toute notre sympathie au peuple cubain qui souffre sous le joug d'un dictateur. Voici l'histoire de Castro, racontée à travers des émissions. Fidel Castro, face the nation. Des images rares I have to be careful. et des enregistrements. And it is not an easy job to come here and to speak with you, the reporter of the United States. Castro pense que la CIA aurait participé à des complots visant à le tuer. Parmi ces documents, certains n'ont pas été vus depuis des décennies, d'autres n'ont jamais été diffusés. Do you believe that the democratic man ought to be afraid of any idea? Dr. Castro, you are a lawyer, and I'm afraid I will have to act as a judge. We'd like you to answer our questions. There are theories that you held President Kennedy responsible and that you were involved in his assassination. Did you have anything to do with it? Commander, what handled it if you work hard? I never would see Castro alive. Like Henry Adams, we say, give me liberty or give me death. Cuba à la fin des années 50. Pour les touristes, c'est une destination exotique. Casinos, restaurants, hôtels de luxe, piscines, plages sauvages. À moins de 150 km des États-Unis, Cuba est une cour de récréation pour les Américains. Mais pour beaucoup de Cubains, la vie est loin d'être paradisiaque. À l'écart des touristes, la pauvreté est omniprésente. Les systèmes d'éducation et de santé sont défaillants. Les conditions de vie rivalisent avec celles des pays du tiers-monde. L'écart criant entre les riches et les pauvres est en grande partie dû à un homme, le président de Cuba. Fulgencio Batista, ancien sergent puis général de l'armée, tient les rênes du pouvoir, soutenu par l'armée et les partisans d'un chef autoritaire. Il nie être un dictateur et traite certains opposants de pro-communistes. Ses méthodes musclées et la menace de l'inflation enflamment l'opposition politique. Selon ses rivaux, durant le règne de Batista, plus de 20 000 dissidents politiques auraient été assassinés. Les montagnes de l'Est de Cuba. Après des années de combat, c'est ici que la violence de la révolution fait rage. Des hommes et des femmes ont pris les armes et lancé une guérilla sanglante. Pour eux, Batista a détruit Cuba. Leur but est de le chasser du pouvoir. Leur leader est un Cubain charismatique, prêt à se battre jusqu'à la mort pour libérer son peuple. Il s'appelle Fidel Castro. Voici le docteur Fidel Castro, 31 ans, titulaire de 4 diplômes universitaires. Nous avons enfin pu poser nos caméras dans son quartier général. Les premiers lieutenants de Castro sont Che Guevara, originaire d'Argentine, et qui a participé à la révolution manquée au Guatemala, et le frère de Fidel, Raúl Castro, communiste avéré. Fidel Castro est le fils d'un cultivateur de canne à sucre et vient de la classe moyenne élevée. Il a 6 frères et sœurs. Très jeune déjà, Castro est impétueux, véhément et toujours prêt à prendre des risques. Il
Il est scolarisé dans un pensionnat de jésuites et obtient un diplôme de droit à l'université de La Havane. Il s'enhardit au contact des philosophies nationalistes. En 1952, Castro se présente au Congrès pour promouvoir le progrès à Cuba. Mais avant les élections, Batista prend le pouvoir par un coup d'État. Castro réunit alors un groupe de révolutionnaires anti-Batista. Ensemble, ils planifient l'attaque de la caserne de Moncada. Castro pense qu'en s'emparant de la caserne, ils pourront récupérer assez d'armes pour se soulever contre Batista. Le raid a lieu à l'aube, le 26 juillet 1953. Cette date servira de signature à la future révolution de Castro. L'attaque est rapidement réprimée. Plusieurs rebelles sont tués. Castro et des dizaines d'autres sont capturés. Lors de son procès, il prononce une phrase qui collera à son personnage. L'histoire m'acquittera. Castro est condamné à 15 ans de prison. Mais 2 ans plus tard, Batista cède à la pression internationale et libère les prisonniers politiques. En 1958, Castro et ses camarades se rassemblent à nouveau dans les montagnes de la Sierra Maestra pour combattre les soldats de Batista. Commander Castro, why are you leading a revolution? I am leading a revolution because the legal government of my country was overthrown by the army led by Batista. 82 days before a general election in which the people of Cuba was going to elect its own government. And instead of that, General Batista established a bloody tyranny. For finishing that tyranny and for re-establishing a legal government in my country, we are fighting now. So what did you seek to accomplish in coming here, and what do you feel that you are accomplishing by being here in these remote mountains? It is not the same to fight for liberty as to fight against it. All the people of the Sierra Maestra are with us. We have struck the start of the revolution. Batista does not want to admit that he is incapable of defeating us. Castro est un meneur d'hommes. Il poste des éclaireurs dans les montagnes. Les rebelles connaissent toujours la position des soldats de Batista. Mais les soldats, eux, n'ont aucune idée de l'endroit où se cache Castro. What is your political philosophy? Are you a communist or a Marxist? There is not communism or Marxism in our ideas. Our political philosophy is representative democracy and social justice in a well-planned economy. Jusqu'à présent, les États-Unis ont soutenu le régime de Batista. Mais depuis que le monde entier dénonce les manières fortes de ce dernier, il se rétracte. Le gouvernement américain ne soutiendra ni Batista, ni les révolutionnaires de Castro. Les États-Unis ont décrété l'embargo sur les armes des 2 côtés. Mais les rebelles en reçoivent par le biais de sympathisants. Le combat est inégal entre idéalistes et forces officielles. Castro dit « Si je perds, je recommencerai. Si Batista perd, il perdra pour de bon. » Mais Batista ne semble pas affecté par la progression de Castro. Il a le soutien de l'armée, de la police et des syndicats cubains. Et même si la presse américaine fait état de la brutalité policière, il reste confiant. Après des mois de combat, les forces révolutionnaires livrent une bataille de 3 jours avant d'entrer dans la Havane. Les derniers soldats de Batista sont chassés de la ville. La bande de révolutionnaires de Castro
épuisé après 3 années de lutte acharnée, prend d'assaut la capitale. Leurs efforts pour écarter Batista du pouvoir sont sur le point d'aboutir. Le soir du 31 décembre à La Havane, des combats ont été signalés dans la province de Los Villas entre les soldats de Batista et les rebelles. À 4 heures, heure de La Havane, le matin du jour de l'an, un appel nous informe que Batista et son clan ont pris la fuite. Fidel Castro sort triomphant de ces montagnes. Après 2 ans de guérilla, la révolution a commencé avec l'arrivée de Castro, fuyant les autorités, accompagné de ses 82 partisans pratiquement anéantis par le gouvernement. Elle se termine avec la fuite du dictateur Batista et l'entrée dans la Havane des rebelles acclamés par la foule. L'idéaliste barbu et fumeur de cigares est devenu une légende. Les Cubains découvrent alors le visage de celui dont le nom symbolise ses 25 mois de guérilla. On peut savoir quand une révolution commence, mais pas quand elle prend fin. Celle de Fidel Castro a commencé et elle continue. Le peuple cubain admire Castro, car son accession au pouvoir n'est pas due à un coup d'État, mais à une révolution populaire. Castro est aussi un orateur énergique, persuasif et plein de fougue. Il est doté d'une grande assurance et possède l'humilité d'un prophète biblique. Fidel Castro, avec les colombes de la paix sur les épaules, embrasse du regard la foule qui célèbre ce soir Cuba Libre. Fidel Castro, invité de Face the Nation. Voici la scène qu'on pouvait voir hier dans le studio de la chaîne de télévision CMQ à La Havane. Dr. Castro, could you tell us what your opinion is of United States policy during this period of your revolution? Do you want to tell you the truth? That's all we want. Do you see those Sherman tanks? Do you see those airplanes? Do you see those big bombs of 500 pounds? They were sold by government of the United States to Batista. Malgré ses critiques, Castro maintient de bonnes relations avec les États-Unis. Cela ne l'empêche pas pour autant d'exercer des représailles brutales dans son pays. Dans les mois qui suivent son accession au pouvoir, des centaines de fidèles de Batista sont jugés, notamment au Palais des Sports de La Havane. Le bras droit de Batista, le commandant Sosa Blanco, accusé de 200 meurtres, fait face à un tribunal composé de 3 juges portant encore leur treillis de révolutionnaires. Blanco compare la foule au Colisée de Rome. 45 témoins racontent la brutalité et les meurtres. Des hommes, des femmes et des enfants. Le verdict est la peine de mort. Près de 500 personnes sont jugées coupables et tuées par un peloton d'exécution. Peu après ces mises à mort, 1 million de Cubains viennent écouter le discours de Castro, qui justifie ces meurtres en disant qu'aucun pays n'a défendu son peuple lors des exactions commises par Batista. Palace, there was a miserable traitor, a criminal who killed over 20,000 of our compatriots. Those campaigns were never made against Cuba. Afin de gagner l'opinion publique, Castro entame une tournée en Amérique du Sud et du Nord en avril 1959. Des foules immenses viennent voir le symbole de la révolution. Sa réputation de leader populiste monte en flèche. Il accepte l'invitation de la Société américaine des rédacteurs de journaux et se rend aux États-Unis, même si les partisans de Batista en Amérique veulent sa mort.
Un accueil tumultueux est réservé à Fidel Castro. Des milliers de personnes chantent et agitent des drapeaux pour le révolutionnaire et président cubain qui écarte les forces de l'ordre pour aller saluer la foule, malgré les rumeurs de projets d'assassinat contre lui. Castro est extrêmement populaire auprès des Américains. Avec son immense charisme, il est considéré comme un Robin des Bois qui a offert la liberté à un peuple opprimé. Malgré cette popularité, le gouvernement américain se méfie des penchants communistes du révolutionnaire cubain. Devant Penn Station, la police disperse une manifestation de soutien au dictateur Batista. De son côté, Castro met 24 minutes à traverser la rue pour rejoindre son hôtel submergé par la foule. Il s'agit d'un des accueils les plus enthousiastes depuis longtemps pour la venue d'une personnalité à New York. Bien que Castro condamne les États-Unis pour avoir fourni des armes à Batista, il tente de s'en rapprocher. I came here because I was invited for the editors. What happened is that here you in the United States are accustomed to see government coming for money. No, I came for good relations, for good understanding, for good economical relations. We are now poor people but in a rich country. What we want is to work in our rich country. Notre invité aime les fusils et les cigares. Et dans sa jeunesse, il a pratiqué un sport typique à Cuba, l'élevage de coqs de combat. J'ai le plaisir de vous présenter le docteur Fidel Castro. Vous avez dit que la dictature est impossible si l'opinion publique est d'accord. Mais Hitler, Mussolini et Péronne n'avaient-ils pas le soutien de leur peuple? We are against all kind of dictatorship. We are against all kind of dictator. That is our idea. Monsieur le Premier ministre, quelle impression vous a laissé le vice-président Nixon? I got really a good impression of the Vice President Nixon. Nixon n'a pas la même vision des choses. Retenu à Washington, le président Eisenhower évite la rencontre avec Castro. Il envoie son vice-président à la rencontre du leader cubain. Que pense Nixon de Castro? Qu'il faut le surveiller de très près. Vous avez déjà gagné une révolution. Maintenant, vous vous battez pour une révolution sociale. Pensez-vous que ce sera plus difficile? When we were during the war, it was only a matter of fighting. Now it's a matter of produce and to create and take care with all the matters of the country and all the citizens. Le gouvernement de Batista ayant pillé les finances de Cuba, les révolutionnaires découvrent qu'ils n'ont pas assez d'argent pour faire fonctionner le pays. Même si les Américains ont été séduits par Castro, le gouvernement des États-Unis craint ses idées communistes. Et bien qu'il ait d'abord prétendu que son pays n'avait pas besoin de l'aide des États-Unis, Castro se rend compte que Cuba ne survivra pas dans de telles conditions. Mais les États-Unis refusent d'aider Cuba. Alors Castro se tourne vers l'Union soviétique et attise ainsi le feu de la guerre froide entre soviétiques et américains. En janvier 1960, le vice-premier ministre soviétique, Anastas Mikoyan, s'est rendu à La Havane. Il a inauguré une foire-exposition et négocié des contrats. Une fois ce chapeau sur la tête, il avait l'économie cubaine dans la poche. À Moscou, un accord a été signé pour échanger des machines et des techniciens contre du sucre et d'autres produits agricoles. Le président Eisenhower menace de réduire les importations de sucre cubain aux États-Unis. Un tiers de ce sucre est produit par des sociétés sous contrôle américain. L'Union soviétique promet d'acheter 1 million de tonnes de sucre cubain par an.
Lors d'un discours profondément anti-américain, Fidel Castro a mis en garde les États-Unis contre une baisse des quotas de sucre cubain, menaçant de s'emparer des sucreries américaines. Mais la Chambre des représentants des États-Unis a autorisé un projet de loi permettant au président de réduire ses importations de sucre. Après un bras de fer de plusieurs mois, Eisenhower interdit toute importation de sucre en provenance de Cuba. En réponse, Castro réquisitionne toutes les sociétés américaines présentes dans son pays. Tanto quedan nacionalizadas todas las empresas de la compañía eléctrica, todas las empresas de la compañía de teléfono, todos los bienes, por supuesto, y empresas de la Texaco y de la ESO. Y además, los 36 centrales azucareros que tenían. Du sucre par train entier. La culture de base est la principale source de litige avec les États-Unis. Certains pays communistes ont promis d'échanger ce sucre contre des biens dont Castro aurait besoin. Ça avait l'air facile. Alors j'ai voulu essayer de couper des cannes à sucre pour Castro. Tenez mon micro. Très bien, voilà. Je la coupe comme ça? Du premier coup. Je peux le reprendre? Ce geste pourrait me coûter mon visa américain. Après plusieurs mois, les États-Unis décident d'un embargo commercial contre Cuba. Un embargo toujours en vigueur de nos jours, mais assoupli depuis décembre 2014. Il y a une limite à ce que les États-Unis peuvent endurer en toute dignité. Cette limite a été atteinte. Nous exprimons toute notre sympathie au peuple cubain qui souffre sous le joug d'un dictateur. Secrètement, les États-Unis cherchent un moyen d'évincer Castro du pouvoir, tout en refusant que leurs troupes envahissent Cuba. Le président John Kennedy accepte alors que des conseillers militaires américains entraînent des exilés cubains. Leur but, envahir Cuba par une petite crique dans le sud de l'île, appelée la baie des Cochons. This is an NBC special news report. Ce soir, Cuba est une île en révolte contre les forces révolutionnaires de Fidel Castro. Après sa seconde révolution, la carrière trouble et fulgurante de Castro touche peut-être à sa fin. Et nous insistons sur le peut-être, car tout dépendra de la fidélité du peuple et de l'armée. À l'aube du lundi 17 avril, dans la baie des Cochons à Cuba, les premières unités ont atteint la plage sans opposition. Humberto Díaz-Ariès fait partie du 2e bataillon de la 8e compagnie. Un soldat à l'arrière a crié « Nous sommes l'armée de libération, venus combattre le communisme ». Le milicien a répondu « Vous êtes la patrie de la mort, longue vie à Fidel Castro ». Et les tirs ont commencé. L'assaut a commencé contre la dictature de Castro. Le débarquement a été perturbé par des rebelles sur la côte cubaine et le soulèvement contre le commandant rouge est en marche. Les troupes d'invasion ne reçoivent aucun soutien du peuple cubain. L'espoir de voir les exilés gagner grâce à un soulèvement populaire est anéanti. Plus de 1400 exilés cubains envahissent l'île. Des dizaines sont tués, alors que les autres sont faits prisonniers. À 15h45, le mercredi 19 avril, les troupes capitulent. En moins de 72 heures, Castro a détruit la brigade.
L'invasion de Cuba, planifiée, financée, organisée et soutenue par les Américains, est un échec total. Pour beaucoup de Cubains, la révolution de Castro est une erreur depuis le début. Mais la plupart ont peur de s'exprimer, craignant de se faire arrêter ou tuer. Bonsoir. Chaque semaine, près de 2000 Cubains exaspérés par Castro quittent leur pays pour venir à Miami, en Floride. Beaucoup espèrent retourner chez eux grâce à une invasion militaire avec l'aide des Américains. Mais pour l'instant, il n'y a aucune preuve d'une nouvelle tentative. Alors, en attendant, ils patientent. Ils veulent rester ici et pouvoir prendre les armes à tout moment pour se battre contre Fidel Castro. C'est par ces réfugiés que les États-Unis apprennent que Castro a passé un accord avec Nikita Khrouchtchev, le premier ministre de l'Union soviétique. Selon les exilés, l'URSS fournit plus qu'une aide économique à Cuba. Elle fournit également des armes. Le porte-parole de la Maison-Blanche, Pierre Salinger, vient d'annoncer que l'allocution de M. Kennedy concernerait une affaire de la plus haute importance. Le président a rencontré aujourd'hui même certains membres du gouvernement dans une ambiance de crise. Nous sommes prêts. En direct de la Maison-Blanche, le président des États-Unis. This government, as promised, has maintained the closest surveillance of the Soviet military buildup on the island of Cuba. Within the past week, unmistakable evidence has established the fact that a series of offensive missile sites is now in preparation on that imprisoned island. The purpose of these bases can be none other than to provide a nuclear strike capability against the Western Hemisphere. I call upon Chairman Khrushchev to halt and eliminate this clandestine, reckless, and provocative threat to world peace. Les États-Unis commencent alors un blocus naval de l'île. Tous les bateaux à destination de Cuba sont arrêtés et fouillés. Les forces armées de Cuba ont été mises en alerte 24 heures sur 24 après le discours du président Kennedy. Lors de son intervention après le blocus, Castro apparaît très en colère. Pour lui, les États-Unis ont mis en place ce blocus car tous leurs efforts pour détruire la révolution cubaine avaient échoué. Ni bajo ninguna otra podrá venir nadie a inspeccionar nuestro país. Nosotros sabemos lo que hacemos y sabemos cómo debemos defender nuestra integridad y nuestra soberanía. Y nuestra, de todos, de los revolucionarios, de los patriotas, será la misma suerte. Y de todos será la victoria. Patria o muerte, venceremos. Les espoirs de l'humanité sont concentrés dans cette pièce. Les décisions que nous prendrons peuvent déterminer le futur de la civilisation. J'ai pris les mesures nécessaires pour déployer nos forces et leur permettre de mettre en place une quarantaine demain à 14 h, heure de Greenwich. À 13h45, le secrétaire général des Nations Unies, U-Tent, a été invité par le Premier ministre Fidel Castro pour discuter de la crise internationale suite au blocus naval imposé par les États-Unis à l'encontre de Cuba. Lors des réunions entre le gouvernement révolutionnaire et la délégation des Nations Unies présidée par U-Tent, Cuba a clarifié sa position en ratifiant les 5 points de la déclaration du Premier ministre Fidel Castro. Les garanties de non-agression contre Cuba dont parle le président Kennedy n'existeront pas si, en plus de la levée du blocus naval qu'il promet, d'autres mesures ne sont pas adoptées. Au cours des semaines suivantes, Kennedy et Khrouchtchev échangent des courriers dans lesquels chacun demande à l'autre de revenir sur sa position.
Le moment décisif de la crise survient le 27 octobre 1962. Le président Kennedy accepte de ne pas envahir Cuba et propose de retirer ses missiles de Turquie si Khrouchtchev retire les siens de Cuba. Le lendemain, ce dernier accepte la proposition sans consulter Castro, qui est furieux d'avoir été écarté des discussions. We will not, of course, abandon the political, economic, and other efforts of this hemisphere to halt subversion from Cuba, nor our purpose and hope that the Cuban people shall someday be truly free. Malgré la déclaration de Kennedy de voir un jour le peuple cubain vivre librement, les années passent sans aucun changement. Cuba est séparé des États-Unis par 150 km d'océan et 15 ans d'histoire. Proche géographiquement, Cuba fait partie d'un autre monde idéologiquement. Fidel Castro reste ce personnage familier, dynamique, éloquent, autoritaire. Il pourrait être considéré soit comme un héros, soit comme un tyran, ou les deux à la fois. 2 années ont passé depuis notre dernière visite à Cuba. Nous avons constaté une légère augmentation du niveau de vie et les signes d'une marge de progression, ainsi qu'une confiance grandissante dans l'Union soviétique comme modèle économique. Mais nous n'avons remarqué aucun assouplissement idéologique. Ce régime est construit sur la mobilisation de masse et le contrôle de la pensée. En dehors du cadre du marxisme et du léninisme, la liberté de penser n'existe pas. C'est une relique du passé à bannir. What would you like Americans to know about you and Cuba? And could you possibly say it in English so they could understand? In English. I am not well in English. Well, could then in Spanish? Good wish for the people to the United States. Good wishes. Wish of understanding. Wish of friendship. I understand it is not easy because we belong to 2 different worlds. We are neighbors. And in one way or another, we ought to live in peace. United States and Cuba. Bien que Castro semble inébranlable, la nouvelle se répand que les États-Unis déploient des efforts incessants pour s'en débarrasser. Le sénateur George McGovern, revenant de Cuba, a déclaré que Fidel Castro pense que la CIA aurait participé à des complots visant à le tuer. Selon des enquêteurs du Congrès, pendant plusieurs années au début des années 60, la CIA a tenté au moins à 8 reprises de tuer Fidel Castro. Quand Castro est arrivé au pouvoir, il a promis de perfectionner le système éducatif et celui de la santé. Depuis qu'il dirige le pays, son gouvernement révolutionnaire a créé 10 000 nouvelles classes et les écoles se sont améliorées. Et malgré le manque de matériel, les médecins cubains font partie des mieux formés au monde. Nous terminerons par un sujet que nous pourrions appeler Medi-Cuba. L'histoire d'un de nos correspondants, Fred Francis, en visite à Cuba pour couvrir un événement politique qui s'est transformé en événement médical. L'hôpital Calixto Garcia de la Havane possède un des services d'urgence les plus actifs de cet hémisphère. Il prend en charge plus de 700 patients par jour. Seulement une poignée d'hôpitaux américains, comme ceux de Bellevue à New York et de Cook County à Chicago, peuvent en accueillir autant. Ici, les soins sont de très bonne qualité. Et ils sont aussi gratuits, comme tous les actes médicaux, pour les 9,5 millions de Cubains. Je suis arrivé aux urgences souffrant de violentes douleurs abdominales. J'ai été hospitalisé 2 jours. Et partout, j'ai pu constater les preuves du blocus américain. La plupart des équipements étaient anciens. Cet appareil de radiographie utilisé pour les urographies était rouillé. J'ai aussi remarqué une pénurie d'instruments de base, tels que les aiguilles, les seringues et même les bassins de lit. On m'a administré des médicaments de qualité qui étaient en fait américains. Ces médicaments coûtent beaucoup plus cher ici, car ils doivent transiter par le Canada ou le Mexique pour contourner le blocus. Castro prend soin d'envoyer ses médecins qualifiés
dans des nations alliées à tendance gauchiste à travers le monde. Mais il n'exporte pas que des médecins. Il envoie aussi des soldats et des armes de guerre. Il commence à transmettre les outils de sa révolution à l'étranger. Sobre la cuestión acerca de si la lucha armada es el único camino para la liberación, lo que puedo responder es que, por lo menos en las condiciones de nuestro país, no había otro camino. Y en nuestra opinión, en las condiciones de la inmensa mayoría de los países de América Latina, no hay otro camino que la lucha armada. Y esa parece ser la situación también en muchos otros países de Asia y de África. Castro envoie des troupes cubaines pour aider un groupe de révolutionnaires qui se bat pour prendre le pouvoir en Angola. Le mouvement populaire pour la libération de l'Angola. Selon des sources officielles, Cuba a envoyé 18 000 soldats en Angola. Il s'agit d'une armée équipée de matériel russe très moderne, comme des tanks et des lanceurs de missiles. La guerre civile en Angola commence en 1975, après que le pays a gagné son indépendance face au Portugal. Les combats entre les deux groupes de rebelles qui s'opposent deviennent le point de mire de la guerre froide. Les États-Unis et l'Afrique du Sud soutiennent le Front national de libération de l'Angola, tandis que l'Union soviétique et Cuba fournissent soldats et matériel au mouvement populaire pour la libération de l'Angola. L'implication de Castro dans cette guerre exaspère les États-Unis qui le soupçonnent d'exporter sa version du communisme. Selon Castro, le fait d'envoyer des troupes pour soutenir le MPLA qui partage son idéologie socialiste est son devoir de révolutionnaire. Cuando se produce la invasión de Angola por tropas regulares de África del Sur, no podíamos cruzarnos de brazos. Y cuando el MPLA solicitó nuestra ayuda, le ofrecimos la ayuda necesaria. À la fin des années 70, Castro commence à s'assouplir. Fidel Castro a souvent été décrit comme un homme trop ambitieux pour un trop petit pays. Un révolutionnaire et non un homme d'État, craint par beaucoup de dirigeants d'Amérique latine. Mais selon certains analystes, un Castro plus âgé et plus modéré tente de changer cette image. En 1980, afin de calmer l'agitation politique, Castro autorise les Cubains qui souhaitent quitter le pays à le faire. L'économie de Cuba est en souffrance. Les tensions sont à leur paroxysme. Craignant la répression économique et politique, des dizaines de milliers de Cubains fuient vers les États-Unis dans un mouvement appelé l'exode de Mariel. À 3 km de la côte cubaine, on peut voir une procession de bateaux en file indienne en route vers le port de Mariel. Le port cubain de Mariel est encombré de bateaux de toute taille. 1300 bateaux seraient déjà sur place. Voici ceux que le gouvernement de Castro a traités de vermine, de vagabonds, de prostituées et de parasites. Ils ont pourtant l'air très heureux de quitter leur pays de naissance pour un nouveau départ aux États-Unis. Revolucionario, quien no tenga sangre revolucionaria, quien no tenga una mente que se adapte a la idea de una revolución, quien no tenga un corazón que se adapte al esfuerzo y al heroísmo de una revolución, no los queremos, no los necesitamos. En quelques mois, 125 000 Cubains émigrent vers les États-Unis. L'exode devient un cauchemar politique en Amérique où de nombreux citoyens appréhendent l'arrivée incessante des Cubains. Certains pensent que Castro vide ses prisons et envoie des criminels en Floride. À la fin du mois d'octobre 1980, Castro ferme le port de Mariel aux bateaux venant d'Amérique. À leur tour, les États-Unis ferment leurs portes aux nouveaux arrivants cubains. La fin de l'exode a lieu 5 jours avant l'élection de Ronald Reagan à la présidence des États-Unis. Durant son mandat,
ce dernier ne mâche pas ses mots quand il s'agit de Fidel Castro. Fidel Castro a prononcé des discours et organisé des rassemblements anti-américains alors qu'il célèbre ses 25 ans de pouvoir. Hier soir, c'est le président Reagan qui a évoqué cet anniversaire. The most important question remains: where is Cuba heading? Cuba's economy is incapable of providing you and your families your most elementary needs, despite massive subsidies from abroad. But your leaders tell you, don't complain, don't expect improvement, just be ready for more sacrifice. But why are your leaders so unwilling to let you hear what others think and say? If the power of truth is on their side, why should they need to censor anyone's views? Your system, which you say works very well, it does presuppose that the leadership of the country, you, are always right, that you are infallible. Is that not so? No, it does not presuppose that. You will not see a statue of me anywhere, nor a school with my name, nor a street, nor a little town, nor any type of personality cult. We have always been honest. We have always told them the truth. This people know that from the government, a lie has never been told to them. And I ask you to go to the world, tour the world, and go to the United States and ask if they can say what I can say, that I have never told a lie to the people. But what if they do disagree with the revolution and they're Cuban? Why can't they stay here and voice their opinion? We accept opposition within the revolution, not against the revolution. No one forces them to stay. Maria Shriver est la nièce de l'ancien président John Kennedy. Cet entretien revêt donc un intérêt particulier pour elle. Back in the early 60s, there were reports of many assassination plots against you. There are theories that you knew about these assassination plots, that you held President Kennedy responsible, and that you in turn were involved in his assassination. Did you have anything to do with it? I can't answer that question. I don't accept that. No, that I cannot accept such a charge. To plan an action against the President of the United States is something irresponsible, mad, because I saw in Kennedy an adversary, an intelligent, a capable one. The day when Kennedy was murdered, I felt something empty. Actually, it hurt me. I must tell you very honestly, because I thought it was an unfair death. À la fin des années 80, Castro continue à marteler auprès du gouvernement des États-Unis que malgré leur embargo, la révolution cubaine se porte bien. Devant une foule immense, Castro a dit que l'embargo américain avait engendré des difficultés, mais qu'il avait été positif, car il avait exigé une certaine autonomie des Cubains. Mais l'autonomie n'est pas l'autosuffisance. Alors que Castro approche les 30 ans de règne, son île reste affaiblie par l'embargo des États-Unis. Et il n'y a pas d'amélioration en vue. Le 26 décembre 1991, tout s'effondre à Cuba. L'Union soviétique s'écroule. La plus grande partie de l'économie cubaine dépend du commerce avec les soviétiques ou de l'aide qu'ils leur apportent. Sans cet afflux de liquidités, Castro doit accompagner son peuple dans l'une des périodes les plus sombres de la nation. Sans espoir, beaucoup de citoyens risquent leur vie pour fuir le régime. Castro appelle cette phase la période spéciale. Estamos en periodo especial, un periodo difícil, un periodo uno de los más difíciles de nuestra historia. ¿Por qué? Porque nos hemos tenido que quedar solos frente al imperio, solitos. ¿Y qué hacía falta para quedarse solo frente al imperio? Había falta unidad, pero hacía falta valor, hacía falta patriotismo, habría falta espíritu revolucionario. Un pueblo débil, un pueblo blandengue, un pueblo cobarde se rinde y vuelve a la esclavitud. Pero un pueblo digno, un pueblo valiente como nosotros no se rinde y no vuelve jamás.
a la esclavitud. Malgré le chaos économique à l'intérieur du pays, à l'extérieur, Castro garde l'image d'un dirigeant avec lequel il faut compter. En 1995, il se rend à New York pour le 50e anniversaire des Nations Unies. I interviewed you first in 1960 when you were here, Mr. President. And what happened? What happened to democracy? What happened to free elections? We discovered other formulas of democracy. And we discovered different formula, a more honest formula to have the people participate. We discovered that it was better than the Americans. What? Comme il en a l'habitude, Castro se sert de son charisme pour gagner à sa cause même ses critiques les plus sévères. Mais aucun assouplissement ne se fait sentir entre les États-Unis et Castro. Un avion militaire cubain abat 2 avions civils américains un an tout juste après la visite de Castro à New York. Selon lui, les appareils avaient violé l'espace aérien cubain. Aux commandes des appareils se trouvent 4 pilotes de l'organisation Frères du Secours. Un groupe qui propose de l'aide aux Cubains fuyant leur pays par bateau. Les 4 pilotes sont tués. 4 jours après l'événement, le Congrès et le président ont pris de nouvelles mesures visant à étouffer l'économie de Cuba en dissuadant tout investissement étranger. It will send a powerful, unified message from the United States to Havana that the yearning of the Cuban people for freedom must not be denied. Les sanctions additionnelles contre Cuba incluent le droit des États-Unis de cesser tout échange commercial avec les sociétés non américaines travaillant avec Cuba. Ces sociétés sont alors forcées de choisir entre Castro et les États-Unis. 3 ans plus tard, cette lutte se transforme en une guerre des mots inattendue. Cette fois, il s'agit d'une bataille pour la garde d'un petit réfugié de 6 ans, Elian González. Le garçon a été trouvé flottant dans une chambre à air au large de Fort Lauderdale. Vendredi, les corps de 2 femmes ont été repêchés en Floride, dont celui de la mère du garçon. Un enfant de 6 ans, Elian González, bouscule les droits de garde internationaux. On le voit ici jouer avec ses cousins à Miami. Selon les services d'immigration, il peut rester aux États-Unis avec son oncle et sa tante. Mais le père biologique de l'enfant, qui vit à Cuba, dit vouloir récupérer Elian. Cependant, la famille à Miami n'a pas l'intention d'obtempérer. Le garçon est une icône pour les exilés cubains. Ils en ont fait une figure mythique et un symbole de défiance envers le régime communiste. Fidel Castro a aussi fait un symbole du jeune garçon, reprochant aux États-Unis de lécher les bottes de la mafia des exilés cubains. Lo único que puedo decir es que si son medianamente inteligentes, anuncien la devolución del niño secuestrado por Estados Unidos. 130 agents fédéraux sont arrivés à la faveur de la nuit avant 5 heures. Le garçon s'était réfugié dans une armoire avec un des pêcheurs qu'il avait sauvé au large de la Floride en novembre dernier. Il est temps pour ce petit garçon, qui a vécu tant d'épreuves, d'aller vivre auprès de son père. Yo diría que hoy es un día de tregua, quizás el único en estos 41 años, un día de tregua con Estados Unidos. Quand George W. Bush devient président en 2001, après une élection contestée face à Al Gore, Castro s'empresse de critiquer le système électoral américain et affirme que son pays ne connaît pas ce genre de scandale. He was not elected, he was appointed President of the United States. Our elections are 10 times cleaner than the elections were like those in which he was elected.
How can anyone talk about freedom of expression when a president needs $1.5 billion in advertising to sell an image of himself? Today, there is only one nation in our hemisphere that is not a democracy. Only one. Le président George W. Bush demande des élections libres à Cuba en échange d'un allègement de l'embargo. There's only one national leader whose position of power owes more to bullets than balance. Fidel Castro has a chance to escape this lonely and stagnant isolation. If he accepts our offer, he can bring help to his people and hope to our relations. And the choice rests with Mr. Castro. Castro répond que l'embargo n'est qu'une question politique et que la plupart des Américains en souhaitent la fin. Mais il craint que la levée de l'embargo ne crée un autre désastre pour son pays. Let me know in advance so I can move away, because an invasion of hundreds of thousands of American citizens is enough to make us move away. En juillet 2006, Castro se fait opérer pour une hémorragie intestinale. Les Cubains sont informés de sa maladie dans une déclaration prononcée par son secrétaire, Carlos Valenciaga, qui lit une lettre écrite par Castro. La operación me obliga a permanecer varias semanas de reposo, alejado de mis responsabilidades y cargos. Como nuestro país se encuentra amenazado en circunstancias como esta por el gobierno de los Estados Unidos, he tomado la siguiente decisión. Delego con carácter provisional mis funciones como primer secretario en el segundo secretario, compañero Raúl Castro Ruz. 2 ans plus tard, en 2008, Castro se retire officiellement, cédant la présidence de son pays à son frère Raúl. Raúl Castro Ruz. Le président Bush est au Rwanda quand il apprend la nouvelle. So I view this as a period of transition that, and it should be the beginning of the democratic transition for the people in Cuba. Malgré les espoirs du président Bush pour une démocratisation de Cuba, Raúl tient à maintenir la vision de Fidel. Le pays restera communiste. Raúl Castro dit « La révolution dure depuis 50 ans et elle continuera encore 50 ans. » Pour les défenseurs de la révolution de Castro, il restera à jamais le père de la nation. Son combat dans les montagnes de la Sierra Maestra a fait de lui une légende cubaine. Batista does not want to admit that he is incapable of defeating us. Le charisme et la personnalité dont il a fait preuve dès ses premiers jours au pouvoir n'ont jamais faibli. Y sabemos cómo debemos defender nuestra integridad y nuestra soberanía. À tout instant, pendant 5 décennies, Castro a défié les États-Unis. Despite all his tools of oppression, Fidel Castro will need to answer to his people. What kind of government would you establish? Would you be president? We will establish a real representative and democratic government. I don't think in being president. I am not fighting for that, nor for any other charge. I cannot answer you about myself because I don't think about that.